Qu'est-ce que tu cherches ? Quel est le point commun entre des puzzles, l'éloignement génétique entre différentes espèces et l'amélioration de certains systèmes de communication ? Tous ces problèmes peuvent être représentés par des réseaux, dont les nœuds représentent toutes les configurations possibles du problème, tous les assemblages possibles des pièces du puzzle ou tous les ancêtres possibles d'une espèce. Résoudre ce genre de problème consiste à essayer de trouver le chemin le plus simple ou le plus court entre deux nœuds donnés, entre deux solutions du problème en fait. Concevoir des algorithmes qui permettent de naviguer dans ces graphes mathématiques est un vrai métier qui demande du temps, de la patience et de l'expérience. Pour en parler aujourd'hui, notre invité dans notre podcast « Qu'est-ce que tu cherches ?» est Nicolas Bousquet, informaticien CNRS au laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information à Villeurbanne. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Nicolas, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Alors on vient d'entendre une session de travail typique. Je suis informaticien, je conçois des algorithmes. Bien que les algorithmes soient exécutés par des ordinateurs, ce sont les humains qui les conçoivent. Et du coup, il faut montrer que, en tant qu'humain, quand on conçoit l'algorithme, ce qui est renvoyé par notre algorithme correspond bien à ce qu'on désire. Et pour faire ça, on a besoin d'une feuille et d'un crayon et de réfléchir au tableau tous ensemble pour essayer de concevoir ces algorithmes. Si vous voulez, un algorithme, on peut voir ça un peu comme une recette de cuisine que les ordinateurs appliquent bêtement. Et en fait, ce sont les humains qui font la recette et c'est les machines qui cuisinent. Quel est le genre de problème sur lequel toi tu travailles ? Alors moi, je conçois des algorithmes pour des réseaux. Donc ça, c'est des problèmes qui sont très fréquents dans la vie quotidienne. Il y a de nombreux exemples. Le premier d'entre eux, le plus classique que tout le monde utilise tous les jours aujourd'hui, je pense, c'est le GPS. Un GPS, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Vous avez votre localisation actuelle, vous désirez aller à un endroit, et lui, dans une carte qui est un réseau, il essaie de trouver un plus court chemin, le chemin le plus rapide entre ces deux points dans le réseau. Mais il y a de nombreux autres problèmes et de nombreux autres réseaux. Donc on peut prendre les réseaux d'eau ou les réseaux d'électricité. Et quand on a ces problèmes-là, le but c'est que, par exemple pour des réseaux électriques, on a des centrales qui produisent de l'électricité et on a des ménages ou des usines qui les consomment. Et le but c'est d'être sûr que la demande de chacun des ménages ou des usines soit satisfaite par ces sources d'électricité. Mais il y a aussi de nombreux autres problèmes en logistique, ou par exemple, qu'est-ce que c'est la meilleure façon de circuler dans notre réseau pour essayer de livrer le plus vite possible les différents colis aux destinataires. Et toi, du coup, quels sont tes algorithmes ? Alors moi, mes algorithmes, ils sont un petit peu particuliers. On appelle ça des algorithmes de reconfiguration. De reconfiguration, c'est un terme qui est assez intriguant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Alors oui, tous les problèmes que je vous ai mentionnés jusque-là, c'était des problèmes qu'on appelle d'optimisation, dans le sens où on n'a pas de solution, on essaie de trouver une solution à notre problème. Dans les problèmes de reconfiguration, c'est un petit peu différent parce que on n'essaie pas vraiment de trouver une solution, on essaie de trouver une transformation entre les solutions. Alors, c'est quoi l'intérêt de ça, vous me direz ? Il y a un exemple très simple pour illustrer ça. C'est un jeu que vous connaissez tous, c'est le Rubik's Cube. Donc, le Rubik's Cube, qu'est-ce que c'est ? C'est ce jeu où vous avez des cubes colorés, il y en a 9 par face, et on doit tourner les faces du Rubik's Cube de manière à obtenir un cube où chaque face, elle est colorée d'une seule couleur. Et donc voilà, on part d'une configuration qui est un peu arbitraire, où on peut avoir un peu n'importe quelle couleur n'importe où, et on veut faire des séquences de transformation en faisant des rotations sur les faces, de manière à obtenir cette jolie configuration où toutes les faces, elles sont colorées d'une seule couleur. Donc tu pars d'une solution, d'une configuration qui existe, et tu essayes de trouver le meilleur moyen pour aller sur une autre configuration. Exactement. Le but, c'est soit d'arriver déjà à prouver mathématiquement qu'il existe une transformation, et une fois qu'on a prouvé mathématiquement qu'il existait une transformation, essayer de concevoir des algorithmes pour trouver des transformations les plus courtes possibles. Est-ce que tu aurais un autre exemple ? Oui, alors il y a énormément de problèmes de reconfiguration qui apparaissent naturellement dans énormément de domaines de recherche, en physique statistique. Et peut-être que celui que je peux donner, c'est un exemple qui apparaît en biologie, et ça permet de calculer la distance entre espèces. Donc, qu'est-ce que j'appelle une distance entre espèces ? Quand on prend un gène, on peut voir ce gène comme une suite de lettres, une suite de nucléotides qu'on peut représenter par une lettre A, T, C ou G. Et au moment de la division cellulaire, en fait, votre corps, ce qu'il fait, c'est qu'il va dupliquer cette séquence d'ADN, ce gène, pour en créer 2 copies.
Et en fait, au moment de cette duplication cellulaire, il peut y avoir des petites erreurs. Par exemple, il peut se tromper en recopiant une lettre, donc en mettant un nucléotide, il se trompe de nucléotide, ou il peut, par exemple, inverser un bout de séquence. Ce qui va se passer, c'est qu'on va inverser un bout de gène. Et du coup, quand on prend 2 espèces différentes, ou 3 espèces différentes, et qu'on a le même gène, qui exprime la même chose, on peut essayer de regarder quelles sont leurs différences entre eux, pour essayer de comprendre quand est-ce qu'ils se sont séparés. Est-ce que leur ancêtre commun existait il y a longtemps, ou est-ce que leur ancêtre commun était proche dans le temps? Et pour faire ça, on va essayer de déterminer combien d'étapes il faut pour transformer ces différents gènes entre eux. Alors ce terme d'étape revient toujours dans ta description. Si j'ai bien compris dans tes problèmes, on passe jamais d'une solution à une autre de manière continue, de manière fluide. On procède toujours par pas, par étape, c'est ça? Exactement. Donc ce qui rend les problèmes de reconfiguration et les problèmes sur les réseaux en général difficiles, c'est qu'ils sont par nature ce qu'on appelle discrets. Le mot discret ici est opposé au mot continu en mathématiques. Et qu'est-ce que c'est continu? Typiquement, si vous voyez un trait et que vous regardez la gauche de votre trait, la droite de votre trait, vous pouvez dire il y a un point qui est au milieu entre les deux. Et puis maintenant, entre ce point et le point à droite, il y a encore un point au milieu et ainsi de suite. Donc il y a tout un continuum de points, tout un continuum d'espace qui fait que vous pouvez toujours être un peu n'importe où entre ces configurations. Et dans le monde discret, c'est complètement différent parce que quand vous prenez une configuration du Rubik's Cube, vous avez de toute façon une pièce sur chaque face et vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas dire j'ai une moitié de vert sur ce cube-là, une moitié de bleu. Votre petit cube, il est soit vert, soit bleu, soit rouge, soit jaune, mais il n'y a pas d'autre choix. Et du coup, le nombre de configurations, il est fini. Et ça s'oppose au monde continu où le nombre de configurations, il est infini. Alors on pourrait penser a priori que c'est plus facile parce que c'est fini, mais en fait ça rend l'analyse de ces systèmes beaucoup plus difficile parce que les mathématiciens ont développé depuis des centaines d'années énormément d'outils pour comprendre les problèmes dans le monde continu, mais en fait ces outils s'adaptent très mal dans le monde discret. Et du coup, le but de mes recherches, c'est d'essayer de bien comprendre et de développer des outils pour comprendre tous ces problèmes dans le monde discret. Alors, tu parles souvent de jeux qui avancent étape par étape. Le Rubik's Cube, le taquin aussi, où on doit déplacer des petits pavés pour combler un trou et recréer une image. Alors, moi, je résiste pas à l'envie de te demander, est-ce que tu joues, toi, au Rubik's Cube ou au taquin? Est-ce que ton travail te permet de les résoudre plus vite? Alors, non, absolument pas. J'ai jamais été très patient et j'ai jamais été très bon pour ce genre de choses. Donc, quand j'étais petit, j'avais un Rubik's Cube à la maison et déjà, j'étais très content quand j'arrivais à faire une face et je le posais sur une étagère un peu haut pour qu'on le voit pas juste avec la face terminée visible et je faisais croire que je l'avais terminé. Mais voilà, plus sérieusement, je suis incapable de les résoudre moi, mais par contre, je peux concevoir des algos qui le feront. Et qu'est-ce que c'est la différence? C'est que moi, quand j'ai ma configuration du Rubik's Cube, je sais que par exemple, si j'essaie de faire une centaine de choses différentes, il y en a une d'elles qui marchera, mais je sais pas laquelle. Et je suis pas assez patient pour tester les 100. Mais par contre, un ordinateur, lui, il est assez patient pour tester les 100 et tester 100 choses différentes pour un ordinateur, c'est quelque chose qui est super rapide et qui se fait très très bien. Alors, le Rubik's Cube ou le taquin, ce sont que des illustrations, évidemment. Toi, tu travailles sur des problèmes similaires, mais beaucoup plus abstraits, beaucoup plus complexes. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tes recherches portent actuellement? Donc oui, je travaille sur des problèmes de reconfiguration qui sont beaucoup plus abstraits que ceux qu'on a mentionnés. Et ils sont intéressants pour plusieurs raisons. Soit ils permettent de généraliser certains des problèmes qu'on a déjà dit, donc d'un point de vue mathématique, c'est intéressant. Soit ils permettent de modéliser un peu mathématiquement un certain nombre de problèmes qui apparaissent naturellement, que ce soit en logistique ou en physique statistique, par exemple. Mais du coup, tes recherches, on est d'accord qu'elles sont plutôt du côté théorique. Elles sont complètement du côté théorique. Alors tu me parles beaucoup de mathématiques, tu me parles beaucoup d'informatique. Est-ce que tu es mathématicien ou informaticien? Je fais un peu les deux. Donc, selon les pays, ce que je fais est soit classé comme de l'informatique, comme en France, soit classé plutôt comme des mathématiques. C'est le cas dans certains pays, comme par exemple quand j'étais au Canada, j'étais dans un département de mathématiques. Je pense que la raison, c'est parce que vraiment, on est à l'interface entre les mathématiques et l'informatique. On a besoin de développer de nouveaux outils mathématiques, de faire des preuves mathématiques, des preuves de fonctionnement de l'algorithme. Donc, quand vous avez votre algorithme de GPS dans votre téléphone, vous avez bien envie qu'il vous amène à destination. Vous n'avez pas envie que quand vous demandez un trajet, il vous fasse faire un détour de 400 km. Donc, vous avez envie d'avoir des garanties théoriques que cet algorithme fonctionne. Et ça, on peut le faire qu'avec des preuves mathématiques. Mais les outils que je manipule et les objectifs que j'ai sont vraiment informatiques dans le sens où le but, à la fin, c'est de
résoudre des vrais problèmes et de concevoir des vrais algorithmes pour résoudre des problèmes. Qu'est-ce qui a déclenché ton intérêt pour ton sujet de recherche actuel ? En fait, quand j'étais jeune, j'hésitais entre l'informatique et les mathématiques. J'aimais bien les deux. Et moi, ce que j'ai apprécié dans l'informatique et ce qui m'a fait faire ce choix, c'est que j'avais l'impression qu'on avait beaucoup moins le poids de siècles de recherche sur les épaules. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression qu'il y avait Pascal, Grothendieck et puis tous ces mathématiciens célèbres et brillants qui peut-être s'étaient pas arrivés à résoudre ces problèmes depuis 400, 500, 600, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, qui étaient derrière moi et dont je devais supporter l'héritage. En informatique, on arrive beaucoup plus facilement sur des problèmes qui ont pas été très étudiés, pas parce qu'ils sont pas intéressants, mais juste parce que avant, quand on n'avait pas la puissance des ordinateurs, en fait, c'était pas vraiment intéressant de les regarder, ça avait pas trop de sens de les regarder, et c'est des problèmes qui aujourd'hui prennent tout leur sens parce que on a des machines qui ont besoin de ce genre d'algorithme pour être exécutés. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur les mathématiques que tu aimerais changer aujourd'hui dans ce podcast ? Oui, on imagine beaucoup les mathématiciens et les informaticiens comme des gens un peu seuls dans leur bureau. Alors les mathématiciens qui travaillent tout seul dans son bureau avec sa craie et son crayon, ou l'informaticien qui est tout seul devant son clavier en train de taper des lignes de code. Et en fait, je pense que la plupart des travaux de recherche aujourd'hui sont effectués en collaboration, c'est-à-dire que les chercheurs collaborent ensemble et en fait, on a besoin des idées de tout le monde et des compétences de tout le monde pour arriver à concevoir des nouveaux algorithmes efficaces. On collabore entre laboratoires, mais on collabore aussi à l'intérieur du labo dans une équipe, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, on peut collaborer avec des collègues à l'étranger ou en France qui ont des compétences qui complètent les nôtres, mais on peut, comme on l'a vu au début de ce podcast avec la craie sur le tableau, on travaille aussi ensemble avec ses collègues, avec ses doctorants, avec ses post-doctorants, sur les différents problèmes qu'on se pose et souvent quand on a une idée, on dit à tout le monde j'ai une idée, est-ce que vous avez 5 minutes, on en discute, puis on présente l'idée et puis parfois ça marche du premier coup, on est très chanceux, c'est rare, et puis assez souvent ça marche pas, mais du coup on essaie de rebondir sur les idées chacun les uns des autres pour essayer de faire avancer et d'essayer de concevoir un algorithme qui va fonctionner. Donc le mathématicien est un animal beaucoup plus sociable que ce qu'on croit. Oui, exactement. Qu'est-ce qui reste à découvrir dans ton domaine ? Quelles sont les nouvelles frontières à repousser dans ta discipline ? Donc peut-être que c'est difficile à croire pour le grand public, mais la science, elle est arborescente, dans le sens où quand on résout un problème, on peut bêtement se dire le problème est résolu, c'est terminé. Mais en fait, quand on résout un problème, en général, ça soulève 10 nouvelles questions. Donc le nombre de choses à faire est toujours plus grand. On a l'impression de jamais arriver au bout, de jamais clore quelque chose parce qu'on se pose toujours des nouvelles questions et on essaie toujours de repousser ce qu'on fait, d'améliorer ce qu'on fait. Historiquement, peut-être pour donner un exemple un peu plus précis, ce qu'on faisait, c'est que on essayait de résoudre les problèmes un peu un par un. Donc chaque fois qu'on avait un nouveau problème, on concevait un nouvel algorithme. Donc par exemple pour les applications de GPS, on se demandait comment est-ce qu'on fait pour trouver un trajet d'un point à un autre. On conçoit un algorithme qui va faire ça et voilà. Mais le problème c'est que des fois les contraintes de notre problème elles changent. On rajoute des contraintes, on en enlève. Il y a des choses qu'on n'imaginait pas qui peuvent se produire et du coup on se retrouve à devoir rajouter des fonctionnalités qui font que des fois on doit complètement jeter l'ancien algorithme pour en concevoir un nouveau. Des fois on peut juste faire un petit patch et arriver à le modifier un peu, mais des fois il faut complètement changer. Donc par exemple, on peut se dire sur un GPS, on peut vouloir rajouter des étapes. Si on l'avait pas conçu du début, ça rajoute de la difficulté. On peut essayer de vouloir concevoir des trajets qui, par exemple, consomment moins de carbone. On n'avait pas prévu au début. Parfois, ça nécessite de reconcevoir de fond en comble l'algorithme initial. Et du coup, un des domaines de recherche les plus actifs en algorithmique sur les réseaux ces dernières années, c'est essayer de concevoir ce qu'on appelle des méta-algorithmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire méta-algorithme ? C'est quoi ce nom barbare ? Ça veut dire qu'au lieu de concevoir un algorithme pour chaque problème, ce qu'on va essayer de concevoir, c'est une famille d'algorithmes ou une espèce de gros algorithme qui, quand on va lui dire « j'aimerais concevoir un algorithme qui fait ça et ça et qui a telle et telle contrainte », cet algorithme va être capable, lui, de nous concevoir un algorithme. Donc un algorithme qui fait des algorithmes. Voilà, exactement. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle pourrait révolutionner ton travail dans les prochaines années ? Alors, j'ai du mal à y croire, mais après, on sait jamais. Alors pourquoi j'ai du mal à y croire ? Parce que de manière un peu grossière, une IA, en général, ça ne réfléchit pas la plupart du temps. Alors il y a quelques exceptions, il y a quelques intelligences artificielles qui arrivent à faire des tout petits bouts de raisonnement, mais ça reste très élémentaire. Et les intelligences artificielles qui émergent ces dernières années, comme ChatGPT par exemple, ce sont des intelligences artificielles génératives. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font ? Elles mettent juste des mots les uns à la suite des autres, et elles mettent les mots qui leur paraissent le plus probables vu la question qu'on leur a posée.
mais elles sont absolument incapables de prouver ce qu'elles ont dit et d'expliquer pourquoi est-ce qu'elles le disent. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un algorithme qui, par exemple, gère la sécurité d'une centrale nucléaire, vous n'avez pas envie de l'implémenter dans votre système si vous n'êtes pas sûr que cet algorithme fonctionne. Vous avez envie d'avoir une garantie que cet algorithme fonctionne. Et ça, les intelligences artificielles, pour l'instant, elles n'arrivent pas à faire des raisonnements mathématiques évolués et abstraits, ou suffisamment abstraits, pour arriver à prouver ces résultats-là. Nicolas, comment est-ce que tu imagines ton métier dans, disons, 10 ans ? Alors, je pense qu'il va y avoir une révolution dans le système de publication dans les années à venir. Donc, il y a 2 façons de publier. La première, c'est en conférence internationale. Donc, une conférence internationale, c'est une espèce de réunion où les spécialistes d'un domaine se retrouvent quelque part dans le monde pour présenter leurs travaux les plus intéressants, les plus percutants qu'ils ont obtenus ces derniers temps. Et le problème de ces conférences, c'est qu'en général, elles sont très courtes, elles durent 3-4 jours, et elles peuvent être un peu partout dans le monde, en particulier souvent en Amérique du Nord. Et du coup, en tant que chercheur européen, on doit parfois traverser l'Atlantique avec un vol long courrier pour aller en conférence pour seulement 3 ou 4 jours. Il y a de plus en plus de monde dans nos communautés qui considèrent qu'à long terme, l'impact environnemental de ce type d'événement est absolument intenable. Alors, il y a quoi comme solution ? Alors, comme solution, on peut en imaginer plusieurs. Elles ont été mises en place, en particulier pendant la pandémie. C'est d'organiser soit des conférences en visioconférence pure ou en ce qu'on appelle en hybride, pour que les gens qui sont proches du lieu de conférence puissent venir sur place et que les gens qui sont loin puissent décider, eux, de rester dans leur pays pour pas avoir à prendre des vols long courriers pour quelques jours seulement. Et pour le deuxième système de publication ? Donc le deuxième système de publication, ce sont les publications en revue internationale. Donc qu'est-ce que c'est qu'une publication en revue internationale ? C'est un article d'une quinzaine, vingtaine, trentaine de pages. Et cet article, il est publié en général dans des journaux. Autrefois, c'était nécessaire parce qu'il y avait un grand travail d'édition pour mettre en page cet article. Aujourd'hui, tout le monde est capable, avec un canevas qui serait donné, de suivre un format et de, du coup, suivre un modèle. Et le problème, c'est que ces revues, en fait, les chercheurs publient dans ces revues. Alors, pour certaines d'entre elles, il faut même qu'ils payent, mais dans notre domaine, en général, nous n'avons pas à payer. Mais par contre, ces articles ne sont pas accessibles pour les autres chercheurs parce qu'il faut payer pour y accéder. Donc, ce qui se passe, c'est que les chercheurs doivent payer pour pouvoir accéder à leur propre recherche. Et il y a de plus en plus de monde qui considère que ce système, il est complètement aberrant et qui milite pour faire des journaux qu'on appelle, des revues qu'on appelle open access. Et open access, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a aucun frais ni pour la publication, ni pour accéder à la publication, et que du coup les chercheurs du monde entier puissent accéder aux publications effectuées par les différents chercheurs du monde. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir fait découvrir ton métier et tes recherches. De rien, merci beaucoup Pierre. Qu'est-ce que tu cherches ? C'est un podcast produit par le CNRS. Retrouvez tous les épisodes sur vos applications de podcast préférées. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.